Hey Mathieu, on commence en beauté ce matin. Il y a des bonnes nouvelles aussi, là. C'est pas juste des mauvaises nouvelles, Mathieu. Non, pas du tout. Donc, ben oui, c'était une annonce qui a été faite fin de la semaine dernière. Dans le fond, la première ministre Christine Fréchette, là, qui s'était engagée à le faire en campagne à la chefferie. Donc, les agriculteurs qui demandaient un remboursement de ce qui est la taxe carbone, finalement, là, puis de les compenser. Donc, ça a été annoncé officiellement. Donc, le monde agricole qui a été très soulagé de ça parce que, bon, c'est évidemment avec le prix de l'essence, on le vit, là, tout coûte pas mal plus cher. Puis, quand c'est les agriculteurs qui sont impactés, ben, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui en souffre. Donc, un remboursement annoncé de 87 millions de dollars d'ici le début juillet que les agriculteurs vont pouvoir bénéficier. C'est une annonce qui a réjoui le président de l'UPA régional, M. Pascal Roux. Ça faisait longtemps, bon, avec l'inflation alimentaire, ça faisait partie des préoccupations depuis un bon bout déjà. Donc, ça répondait à leurs besoins. Maintenant, on espère qu'il puisse y avoir un programme plus à long terme, finalement, mais quand même, là, pour 2026, ben, ça va être on nous dit une façon simple, là, pas de formulaire, pas trop de paperasse, un chèque, un virement bancaire, c'est réglé. Donc, on va donner des chèques à du monde en préélectoral, mais non, cette demande-là était légitime là, depuis quand même un bon petit bout du côté des agriculteurs. Il y a la relève aussi qui a été, on a rehaussé un petit peu l'aide pour la relève en agriculture. Si tu veux partir une entreprise agricole, c'est pas nécessairement facile, donc les programmes vont être rehaussés de 30. Donc, une autre bonne nouvelle pour ce milieu-là, on parle de, c'est pas toujours positif partout, ben, le monde agricole, c'est pas nécessairement la place la plus facile pour se lancer, peut-être. Donc, c'est une bonne nouvelle pour eux. Donc, vous allez pouvoir lire ça là, sur mediaté.ca. On va se faire soutenir un petit peu, ça fait du bien. Eh bien, on va rester un peu dans dans la même zone. On va parler d'essence encore une fois. Tu as dénoté on a dénoté que il y avait une taxe, il y avait un congé de taxe là, qui avait été annoncé avec l'augmentation du prix de l'essence qui était potentiel là, avec le blocage dans le coin Ben oui, mais ça n'a du pas tant baissé. Moyen-Orient. C'est Là. ça Ouais, c'est l'affaire. ça. Donc, d'ailleurs, ben, c'est ça. Je pense que tout le monde a vu la même chose. Ça a baissé pendant un petit moment, puis là, c'est reparti à la hausse. Bien évidemment, c'est pas parce que les pétrolières, bien qu'on doute des fois de leur bonne foi, euh, empochent la baisse de taxes. Au contraire, c'est vraiment le conflit au Moyen-Orient qui ne fait que s'envenimer depuis longtemps. C'est ce que Daniel Blanchette-Pelletier là, nous explique là, ce matin sur radiocanada.ca. Donc, on ne faut pas penser on nous cache des hausses de taxes. Au contraire, donc, c'est plutôt le conflit. Mais évidemment, s'il n'y avait pas eu la baisse de taxes d'assises, ben, on aurait un prix à la pompe là, autour de 2,10, là, 2,7 plutôt que 1,94 environ actuellement. Donc, on peut quand même se compter chanceux dans le contexte. Mais c'est vrai que c'est quand même frustrant de voir que le gouvernement met des mesures qui ont peu ou pas d'impact du tout. Euh, mais c'est sûr que l'impact, elle est là. Je pense que ce serait bien pire. On a hâte que ça se résorbe, ce conflit-là. On se demande s'il y aurait une réelle volonté à le régler, mais pour l'instant, c'est toujours très, très haut au niveau du prix là, en raison du blocus dans le détroit d'Ormuz. Mais on l'a vu, il y a des gens qui sont allés à Montréal durant le long week-end. Ça a dû coûter cher. Là. On a des prix un petit peu en haut de 2 piastres là, à Montréal à certains moments. Donc, c'est pas facile. Ben oui. Je sais pas comment qu'on vive ça, mais en même temps, on n'a pas le choix. On est contraint par l'automobile, surtout dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. On peut pas vraiment oui, le transport actif, le transport en commun, mais les options sont pas si diversifiées que ça. Lorsqu'on en parle de plus en plus au niveau de la MRC Abitibi, entre autres, on veut mettre en place des façons de faire du transport en commun, mais on s'entend qu'on n'aura pas de métro demain, hein, Bruno?
Ce serait le fun, mais Non, et on a de la misère à en avoir à prolonger à Montréal, à avoir une vision. Fait que ça m'étonnerait qu'il y en ait ici. Bien que ah là, un tramway il y a du bon entre là, forage ça serait ici bien, qui se fait que pourtant en Abitibi, il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là. absolument. Maintenant, Mathieu, on parle du fonds FTQ. Oui, donc c'est une petite nouvelle qui a été, lancée hier, donc le Fonds régional, de la Fédération des travailleurs du Québec qui, soutient beaucoup d'entreprises, chaque année. Donc, ben, cette année, ils ont annoncé leurs, résultats et puis, ben, c'est toujours intéressant de constater que le fonds FTQ soutient, plusieurs entreprises. Cette année, c'est, 13,7 millions dans la région qui ont été investis grâce au fonds, de la FTQ. Donc, c'est un fonds que les gens peuvent, c'est 200 en fait, c'est 241 millions au Québec. Puis, dans la région, c'est 13 millions qui ont été investis. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Donc, Mm. beaucoup aussi d'entreprises. On nous parle au niveau du Québec là, de reprenariat d'entreprises qui sont soutenues. C'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue. Donc, la relève d'entreprise, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui pensent à leur retraite et qui donc planifient la suite de leur entreprise pour pas que tout ça s'arrête du jour au lendemain. C'est un enjeu de plus en plus présent dans le monde des PME. Donc, le fonds FTQ qui supporte ça et puis qui continue de même aussi au niveau régional. Donc, il y a beaucoup de retombées dans la région. Donc, on voulait souligner ça ce matin. Fonds FTQ, ça, dans le fond, c'est pas disponible dans les fonds réguliers. C'est vraiment les travailleurs de la FTQ qui ont un fonds. Puis là, ben, Oui, c'est il y tous a des les cotisants, dans gestionnaires le qui. fond. Exact. Je pense que n'importe qui veut, peut qu'on peut euh, Oh, participer au fonds, finalement. Là. C'est quand même un gros fonds au Québec, mais oui, c'est ça. C'est là pour soutenir justement un peu le développement c'est le fonds de économique des retraite. entreprises. C'est le fonds de retraite des travailleurs de Exact, la FTQ. exact. Bon, maintenant, Mathieu, d'autres sujets sur la table ce matin? Ben, on en a parlé un petit peu au courant de l'hiver là, avec l'école de Barrault, le fameux indice de défavorisation. Puis il est sorti une espèce de dossier ce matin au niveau provincial, donc l'indice l'IMSE qu'on appelle, donc qui rapporte que beaucoup d'écoles là, vont voir leur cote de défavorisation augmenter. C'est le cas à Barrault, puis ça expliquait un petit peu pourquoi le financement à Barrault a diminué. Et donc, pourquoi il y a des défis du côté de Barrault. Là, on sait ce qui s'est passé au début du mois de mai, là, le déplacement des élèves là, de 4e, 5e secondaire du côté de l'école secondaire d'Amos. Barrault fait partie de ces écoles-là qui ont vu leur cote passer de 10 à 7 environ. Donc, une augmentation assez importante. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'écoles en Abitibi, puis mais partout au Québec. Donc, en général, la défavorisation va diminuer finalement. Euh, Par contre, ce que les gens critiquent, c'est que c'est pas nécessairement représentatif du milieu parce que la cote l'IMCE, l'indice de milieu socio-économique, est utilisé depuis quand même assez longtemps. Puis c'est, grosso modo, c'est, bon, on se base sur deux variables, donc que les mères des enfants d'une même école qui détiennent un diplôme d'études secondaires, puis la situation d'emploi des deux parents. Donc, il y a beaucoup de variations et justement, l'augmentation finalement en fait, la diminution de la défavorisation n'est pas nécessairement constatée sur le terrain. Donc, on aimerait que le ministère se base sur d'autres données pour évaluer la cote, ce que le ministère refuse actuellement. Donc, ça va être intéressant de surveiller tout ça parce que il y a beaucoup d'écoles qui sont impliquées. Donc, c'est le financement carrément là, Ben qui oui, est ça. impliqué, qui va diminuer. Les écoles aussi, les classes aussi qui sont moins populeuses, dans le fond, quand on a une cote un peu plus élevée en défavorisation. Donc, là, les écoles, les classes grossissent. Donc, ça a beaucoup d'impact sur le service à l'élève. Et là, ben, justement, nous aussi, dans la MRC-Abitibi, ben, ça fait partie des choses qui ont amené le centre de service scolaire à devoir prendre une décision importante sur le déplacement des élèves des classes de 4e secondaire de Barreau-Beramos. Donc, de déraciner des jeunes de leur milieu local. Hmm. Donc, c'est quand même une réflexion importante. Et c'est là qu'on voit toute l'importance qu'on accorde, ou en tout cas, qu'on n'accorde pas assez euh,
à l'éducation, finalement, là. Mhm. Ah, Tout j'aime en ça. s'ajoute. C'est comme une façon de penser à l'extérieur de la boîte. Là, au lieu de regarder toujours à la même place, on regarde le portrait différemment. Ben, ça risque de changer le portrait, effectivement, mais bon, encore là, c'est pas. Il va falloir faire de la pression au niveau des centres de services ou plutôt de Éducation Québec, là, le ministère et tout ça. Oui, Euh, parce que le code barreau n'est pas unique. non, On l'a c'est ça. vécu du côté de Normétal cet hiver, donc il y Mhm. en aura d'autres. De plus en plus, les écoles, surtout les plus petites écoles, vont avoir de la difficulté parce que s'ajoute à ça la pénurie de main-d'œuvre, donc c'est de plus en plus difficile de trouver du personnel qualifié, des éducateurs spécialisés, des orthophonistes, tout ça. Donc, d'avoir toutes ces ressources-là pour un très petit nombre d'élèves en plus. Donc, ça s'ajoute, c'est pas un casse-tête facile là, pour les gens, les gestionnaires de l'éducation qui font face à toutes ces nouvelles mesures-là, ces nouvelles demandes-là, cette pression-là. Tout à fait, tout à fait. Alors, Mathieu, Salon du livre qui s'en vient en terminant, est-ce que tu as des auteurs, toi, que tu attends voir au Salon du livre? Ouais, ben, j'ai regardé ça un petit peu. Je vais peut-être aller faire un petit tour en fin de semaine. On vous encourage. C'est du côté de Val d'Or, au centre au Multisport Fournier. Mhm, Donc, j'ai vu un peu le site sur les photos sur les réseaux sociaux. C'est tout en. Souvent, bon, c'est dans les arénas, tout ça. Donc, c'est plusieurs locaux. Puis ça, là, c'est tout à la même place. Donc, on fait le tour, c'est facile, ça semble être bien organisé, bien disposé. Une première pour le Salon du Livre à Val-d'Or de se déplacer au complexe Fournier, un tout nouvel établissement sportif, mais qui permet d'accueillir. C'est un peu comme un petit centre des congrès, finalement. mhm. Preuve qu'en Abitibi, on fait tout le temps les choses différemment. Mais ouais, gros événement à Val-d'Or, ça risque d'être bien intéressant d'aller voir ça. Fin de semaine bien remplie. Merci beaucoup, Mathieu, pour la revue de l'actualité ce matin. Merci, Bruno.